Notre invité aujourd'hui, c'est l'ancien président de l'INA, l'ancien patron de Radio France et le cofondateur de la plateforme de podcast Magellan. Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Hebdocom aujourd'hui. Vous vous êtes exprimé il y a quelques jours dans une tribune au Monde sur la situation complexe que vivent les médias audiovisuels aujourd'hui. Rapidement pour contextualiser, d'un côté nous avons les chaînes privées qui accusent le service public de concurrence déloyale, entre autres, et de l'autre le service public qui s'en défend et qui considère qu'il s'agit de vieux combats. Le problème viendrait donc d'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, comme vous le dites, Netflix, Disney, Amazon qui s'imposent sur le marché pub mondial et sur les télécommandes de plus en plus de jeunes Français. À l'heure où on se parle, le Parlement s'est emparé du dossier et une proposition de loi a été votée. On va y revenir. Vous dites que c'est au pouvoir public d'agir. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce conflit qui oppose aujourd'hui les chaînes privées du service public? Est-ce qu'il est légitime? En fait, j'ai voulu écrire cette tribune, c'est un peu un coup de gueule pour dire le PAF, le paysage audiovisuel français brûle et le gouvernement regarde ailleurs, pour paraphraser la fameuse formule de Jacques Chirac. Moi, ce qui me semble ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs français de l'audiovisuel, privés et publics, qui sont confrontés à une concurrence qui est bien différente de celle qu'il y avait 20 ans, où on avait effectivement les acteurs privés, les acteurs publics, nationaux, qui se faisaient concurrence, et on était entre soi. Aujourd'hui, on a des grandes plateformes qui sont toutes américaines, qui ont des moyens considérables, qui viennent faire de la concurrence à l'ensemble des acteurs nationaux, et on est encore dans des petites guerres picrocolines, même si j'entends les récriminations, pour répondre à votre question, des uns et des autres, mais je pense que le sujet, il est bien au-delà, et cette tribune était là aussi pour faire prendre conscience des enjeux qui sont des enjeux, pour moi, de culture, mais au sens de la civilisation, au sens effectivement de quel est le message que la France, en tant que pays, en tant que nation, veut transmettre dans le monde à travers ses médias audiovisuels. Et puis vous dites aussi que ce conflit sont les prémices d'une crise dont nous n'avons pas encore vu tous les effets. Quels seront les effets dont vous parlez ? Les effets, c'est si on se projette à 5 ans, je ne vous dis même pas à 10 ans, de se dire une marginalisation des acteurs de l'audiovisuel national qui vont se retrouver de plus en plus limités dans leur capacité financière, parce que le marché publicitaire est aujourd'hui concurrencé par ces mêmes plateformes. On le voit, Amazon va lancer probablement une offre comme celle de Netflix avec publicité. Ces plateformes aujourd'hui ont conquis des millions de foyers français avec leur offre par abonnement, et surtout elles ont un avantage compétitif par rapport aux acteurs audiovisuels traditionnels, c'est qu'elles maîtrisent la data. Elles savent pertinemment ce que vous regardez, qui regarde, quand, comment. Plus que les chaînes de télé traditionnelles. Beaucoup plus, puisque les chaînes de télé traditionnelles sont obligées de passer soit par une diffusion hertzienne, donc là il y a pas de data, soit par les opérateurs télécoms, et elles sont intermédiées par ces opérateurs télécoms. Donc le sujet, il est aussi... ce sujet, il fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une plateforme comme celle de TF1, d'M6 ou celle de BFM et RMC, vous n'avez pas le client final, vous ne le connaissez pas finement, et donc vous ne pouvez pas adresser la publicité au bon moment, au bon endroit. Je pense que vous avez constaté, comme moi, en regardant un jour une émission en replay sur une de ces plateformes, que vous retrouviez parfois avec 3 fois la même publicité pour, je ne sais pas, des programmes pour enfants, alors que dans votre foyer, il n'y a pas d'enfants. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas aujourd'hui d'adressage. Il y a quand même un minimum de data qui sont récoltées quand on s'inscrit et qu'on indique son âge, son sexe, son lieu. Un minimum, mais vraiment un très, très faible minimum. Par exemple, il n'y a pas la géolocalisation, qui est quelque chose de clé pour pouvoir adresser la publicité de façon fine. Alors vous expliquez cette situation de tension par plusieurs choses. La non-adaptation aux usages qui changent, c'est un fait, on le voit avec l'audience qui baisse et qui vieillit. L'échec des plateformes de streaming françaises, la fusion avortée de TF1 M6 et surtout le gouvernement qui navigue à vue, qui apprend en marchant. 2 questions là-dessus. Quid des plateformes qui existent déjà, comme Molotov par exemple, Arte qui est une plateforme franco-allemande ou encore Canal qui s'en sort pas trop mal. Et deuxième question, est-ce que vous étiez pour la fusion TF1 M6 ? Alors,
Canal, vous avez raison, MyCanal, je pense, est aujourd'hui la plateforme payante française. Parce que vous n'en parlez pas dans la tribune. On peut être fier effectivement de ce succès, de la façon dont Canal+ a réussi à faire sa mue du monde finalement, audiovisuel traditionnel vers le digital. Les autres plateformes qui se sont lancées de façon généralement freemium, je pense à Salto, je pense effectivement à Molotov ou plus anciennement même à MyScreen qui était le Hulu français, ont échoué pour des raisons diverses à chaque fois, mais qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas de plateforme gratuite qui permette de réunir en France l'essentiel de l'offre. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la fusion TF1-M6 était défensive. C'était un mal quelque part nécessaire, mais c'était qu'une partie de la réponse. Mais personnellement, je pensais qu'on avait besoin de ce rapprochement. Et puis, ce que je dis dans ma tribune, c'est quel rôle pour le service public ? Parce qu'on voit bien les pays dans lesquels les audiovisuels publics sont forts, parce qu'ils sont bien financés, parce qu'ils ont de la visibilité sur le financement, parce qu'ils financent la création, tirent l'ensemble du marché vers le haut. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a vraiment un gouvernement qui ne s'intéresse pas à ces questions de l'audiovisuel public. Les parlementaires, vous l'avez rappelé, se sont saisis au Sénat, à l'Assemblée nationale du dossier, mais pour le coup, où est le ministère de la Culture ? Vous suggérez donc dans cette urgence qu'il faut agir au niveau européen et que les règles françaises anti-concentration dans les médias sont dépassées. Est-ce que là, vous remettez en cause la loi et l'autorité de la concurrence ? Alors, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est la loi de 1986 qui, aujourd'hui, effectivement, malgré les nombreuses réformes qu'elle a connues, est dépassée. Les seuils anti-concentration me semblent plus pertinents au niveau national. Je pense que derrière, on a un problème aussi au niveau européen, c'est qu'on n'arrive pas, on ne crée pas les outils qui permettrait d'inciter les acteurs nationaux ou même de façon transnationale à investir davantage dans les contenus. Je pense par exemple à des systèmes qui pourraient être des crédits d'impôt ou qui pourraient être effectivement des facilités d'un point de vue fiscal, des outils qui passeraient par la fiscalité pour pousser en fait les opérateurs à travailler entre eux au niveau européen pour bien financer la création. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on donne à voir de notre pays. La proposition de loi dont on parle, votée au Parlement, propose entre autres la création d'une holding qui rassemblerait le service public, France Télé, Radio France, France Médias Monde et l'INA. Ça rejoint un peu ce que vous suggérez dans votre tribune finalement. Est-ce que c'est assez fort ? Alors, la holding, moi, j'ai jamais été très pour. Quand je présidais Radio France, j'étais pas favorable et je n'ai pas changé. Je pense que c'est pas en rajoutant une couche qu'on apportera la solution. En revanche, d'avoir une entreprise unique de l'audiovisuel public national et tournée vers l'international, parce qu'on oublie trop souvent le rôle aussi très important de RFI ou de France 24, tout ça réuni au même endroit avec 3 priorités. L'info en continu, l'offre jeunesse avec une marque forte et qui soit transverse à l'ensemble de l'audiovisuel public. Et puis évidemment de travailler sur l'information locale, sur les territoires. On voit qu'aujourd'hui ça patauge, si vous me permettez l'expression, entre France 3 et France Bleu. Et il faut aller beaucoup plus loin. Et les chaînes du groupe Altice qui se développent en région. Et vous avez réussi à vous développer, mais en prenant une place qui quelque part était aussi probablement laissée ou pas assez occupée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de vous positionner pour chapeauter cette holding de service public ? Vous savez, moi, le public, est-ce que ça vous intéresserait ? Le public, c'est un peu, enfin, le service public, c'est un peu passé. Je suis un peu passé à autre chose. Comme vous l'avez rappelé, on a cofondé avec Arthur Perticos Magellan il y a maintenant 4 ans. Moi, je suis heureux dans ma vie d'entrepreneur. Je ferai probablement d'autres choses dans les mois à venir, mais c'est vrai que le public n'est pas aujourd'hui le secteur dans lequel je me sens le plus investi. Et c'est fort de cette liberté que je me suis permis aussi de prendre la plume. Pour terminer cette interview, on va finir avec un petit questionnaire en rafale, si vous me le permettez. Question courte, réponse courte. Première question, votre réseau social préféré ? Probablement Instagram. Votre plateforme de streaming préférée ? MyCanal. Votre émission de podcast préférée ? Code Source, du Parisien. Sybille Veil, président de Radio France, en 3 mots. Une bonne collaboratrice qui a su faire fructifier le travail effectué ces dernières années. Laurent Vallée, qui est le président de l'INA, en 3 mots. Un fédérateur
qui a su positionner l'INA comme un média référent en puisant dans la richesse des archives nationales audiovisuelles. Le podcast va-t-il remplacer la radio ? Il se substitue pour un certain nombre de populations, mais pour moi il est surtout complémentaire par rapport au moment de la journée. Si vous étiez une émission de télé, à laquelle vous seriez ? Dans laquelle je voudrais participer, vous voulez dire ? Quelle est votre émission de télé préférée ? Émission de télé préférée, allez, c'est l'été, je vais dire Interville. La télé traditionnelle dans 10 ans, ce sera quoi ? Difficile à savoir, mais dans 5 ans, si on ne fait rien, ce sera déjà une situation qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant cette interview, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose ? Non, je trouve que c'est assez complet. Assez complet, y compris parler d'acteurs dont je n'ai pas parlé dans ma tribune, comme Arte ou Canal, qui sont effectivement deux très belles réussites françaises.